Bienvenue à ce cinquième épisode de J'ai rendez-vous avec Bernard Marie, fondateur de l'Institut IGI, institut de recherche par des praticiens, centre de formation et développeurs de l'outil holacratie dans le monde. Sachez que vous disposez dans la barre de menu Zoom au centre d'un bouton Q et R pour pouvoir poser vos questions durant ces 30 minutes ensemble. Alors, le thème d'aujourd'hui fait suite à une tribune que tu as écrite, Bernard Marie, et qui est publiée dans Forbes, Self-Management, la crise d'identité du collaborateur. Et ce que j'en ai retenu comme message principal, c'est que aller vers le self-management est un chemin difficile donc, pour l'employé. Il nécessite un changement radical de son environnement de travail et il requiert de la personne qu'elle décide de changer son identité professionnelle. Alors, un mot pour commencer, Bernard-Marie? Oui, avec plaisir. Ravi d'être avec vous ce matin sur ce thème-là. Pendant longtemps, j'ai cru que la principale difficulté allait du côté du management et des managers, comme on pourrait le croire. En fait, il n'en est rien. Le plus difficile, le chemin le plus difficile, c'est sûrement celui du collaborateur. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ravi de plonger dans ce champ ce matin avec vous. Super, bah, merci à toi. Alors, première question tout de suite. Pourquoi parler de crise d'identité du collaborateur? Oui, pourquoi parler de crise d'identité du collaborateur? C'est parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Euh, Au début, enfin, il y a quelques années, même plusieurs, 10-12 ans, je pensais, et j'avais entièrement faux, une fausse croyance, et je pensais que ça allait être facile pour les collaborateurs, et je pensais que les collaborateurs allaient tous s'emparer de l'opportunité qui leur était offerte de prendre davantage de responsabilités au sein de l'entreprise. Et là, en fait, j'étais complètement aveuglé par mes biais cognitifs parce qu'effectivement, c'est plutôt mon mode de fonctionnement, mais j'observe par la pratique que ce n'est pas du tout la réalité. C'est un peu comme lorsque vous commencez, lorsqu'un dirigeant d'une entreprise lance une opération de transformation de cette envergure, c'est un peu comme lorsqu'on ouvre une cage aux oiseaux, si je peux me permettre cette métaphore. Effectivement, il y a quelques collaborateurs, quelques oiseaux, une fois que la cage est ouverte, qui s'empressent de sortir et de s'envoler. Mais ça, c'est une minorité. Et en réalité, il y a le gros des troupes qui restent au fond de la cage. Après, une grosse partie du fond des troupes qui reste au fond de la cage est plutôt en mode observation. Et ils sont en train de regarder ce qui se passe. Et puis, ils regardent si c'est vraiment du lard ou du cochon, si c'est vraiment sérieux. Ils se posent la question de savoir combien de temps ça va durer. Ils sortent d'une histoire où ils se rendent compte que par le passé, souvent, leur dirigeant a pu lancer de nouvelles initiatives, mais que ces initiatives pouvaient s'essouffler au bout de 6 mois, au bout de 9 mois. Donc, ils attendent cette période de 6 mois, 9 mois en disant, bon, de toute façon, c'est comme la dernière fois. La dernière fois, ils nous ont fait du lean, après, ils nous ont fait je ne sais pas quoi. Donc, ça va durer 6 mois. On joue les bons élèves, mais bon, on ne va pas se fatiguer plus que ça, puisque ça va s'arrêter dans 6-9 mois. Et si le projet de transformation perdure au-delà des 6-9 mois, alors du coup, ceux-là peuvent sortir. Et il y a encore une minorité d'êtres humains, ils ont parfaitement le droit qui restent transis au fond de la cage parce que voilà, c'est une tel changement que ça ne peut pas se faire comme ça en 5 minutes. Il faut comprendre que si on va sur la crise d'identité du collaborateur, est ce que j'appelle crise d'identité, avec du positif, je n'utilise pas le mot crise de façon connotée négativement, hein, de manière générale d'ailleurs, pour tous les mots que j'utilise, et là en particulier. En fait, on demande collaborateur, on demande à un collaborateur qui n'a rien demandé, souvent qui n'a rien demandé tout simplement, de changer de posture, de changer d'identité. On lui demande de passer d'une posture dans laquelle il faisait son travail, il faisait son job, il faisait bien son travail, il faisait bien son métier, à une autre posture qui est de gérer un rôle, gérer une mini-entreprise. Si par exemple il était en charge de la newsletter, eh bien il faisait des newsletters. Et puis là maintenant on lui demande de gérer un rôle comme une mini-entreprise qui produit des newsletters, un peu comme s'il était patron même carrément comme s'il était patron d'une petite entreprise qui produit des newsletters. Un peu comme s'il était patron d'une mini-entreprise qui produit des newsletters et que cette mini-entreprise, finalement, serait plus au sein de l'entreprise qui l'emploie, mais externalisée en dehors de la membrane juridique de l'entreprise qui l'emploie. En termes de modèle mental, c'est ça. Et on lui demande donc de se comporter, d'avoir une posture de patron. Et puis, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il va avoir, en plus du travail, en plus d'être dans le travail, d'être dans le faire, il va avoir à amener, comme tous les patrons, à se poser la question de comment est-ce que je pourrais améliorer les choses? Est-ce que mon client est satisfait?
dans quelle mesure il est satisfait, dans quelle mesure il n'est pas satisfait. Est-ce que je peux lui en parler et prendre du recul par rapport à notre relation et puis voir comment est-ce que je pourrais améliorer les choses. Comment est-ce que je pourrais innover aussi les choses. C'est ce qu'on appelle dans le management constitutionnel la notion de tension dynamique. Donc, ça suppose déjà qu'en plus de faire son travail, il puisse adopter cette attitude, c'est pour ça que je parle d'identité, qui se prenne pour un patron plutôt que quelqu'un qui exécute un travail, et que dans cette posture de patron, dans cette nouvelle identité, eh bien, il puisse prendre du recul, ce que j'appelle descendre de vélo pour se regarder pédaler, pour envisager comment il peut gérer mieux son business, comment il peut développer son business, en l'occurrence de faire des newsletters. Et donc, non seulement d'identifier des écarts entre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer en termes d'amélioration, en termes d'innovation, et puis aussi, puis de régler évidemment les difficultés, et puis aussi, du coup, après avoir identifié ces écarts, de se mettre en mouvement de façon proactive et non pas réactive, de se mettre en mouvement pour améliorer les choses, pour augmenter la création de valeur qu'il offre à partir du travail qu'il fait. Parce que s'il fait un travail, avant, il n'avait pas forcément cette conscience. Je le vois bien quand on les accompagne. Je faisais mon travail, bon. Mais maintenant, on l'emmène dans un autre registre en termes de façon de voir. On lui dit, mais si tu bosses, tu fais des activités, mais si tu fais des activités, c'est parce qu'elles apportent de la valeur. Sinon, tu ne les ferais pas, évidemment. Ah oui, c'est vrai, je crée de la valeur. Ah tiens, intéressant. Et si tu crées de la valeur, on va plus loin, tu la crées bien pour quelqu'un. Parce que si tu crées de la valeur pour personne, en fait, tu ne crées pas de valeur, par définition. Et donc, si tu crées de la valeur pour quelqu'un, c'est qui les personnes, là où les personnes, pour qui tu crées de la valeur. Et ces gens-là, on va les nommer, ça s'appelle des clients. Oui, mais c'est mes collègues. Oui, d'accord, mais c'est quand même des clients. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais dit que la définition d'un client s'arrêtait en dehors de la membrane juridique de l'entreprise. On peut très bien, c'est juste une question de modèle mental. Et la membrane juridique de l'entreprise, elle ne nous intéresse pas beaucoup. Elle intéresse probablement les actionnaires. Mais à part les actionnaires, ça n'intéresse personne. Et du coup, c'est intéressant d'oublier cette membrane juridique, de voir l'entreprise comme un écosystème. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est que finalement, tu as une boutique, tu as une petite entreprise qui produit des newsletters. Elle est dans un écosystème. Il se trouve qu'elle est dans la membrane juridique, mais on s'en fiche, oublions ça. Donc, elle est dans un écosystème. Et qu'évidemment, si tu crées des newsletters, c'est parce que ces newsletters-là, elles vont être utiles et elles vont apporter de la valeur à d'autres qui sont tes clients, qui peuvent être des clients externes à l'entreprise, mais qui peuvent aussi être des clients internes à l'entreprise. Et donc, on voit bien que cette posture, il y a beaucoup de collaborateurs déjà à qui on ne pose pas la question. Et très souvent, la plupart des projets de transformation que je vois ou que j'observe, on ne se pose pas cette question parce que vous ne pouvez pas embarquer quelqu'un, un collaborateur, vers le self-management sans lui poser la question d'abord, est-ce qu'il est d'accord? Mais c'est très abstrait de dire le self-management, c'est hyper abstrait. Donc, en fait, nous, moi, en tout cas, la façon dont je le fais, je dis, voilà, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça t'intéresse de changer d'identité professionnelle et de passer d'une posture dans laquelle tu faisais ton job, et tu faisais bien ton job, ce n'est pas la question, à une posture où tu deviens le patron d'une petite entreprise qui fait le même job en termes de faire, mais qui le fait dans une posture de patron. Et s'il n'est pas prêt ou s'il n'est pas d'accord pour adopter cette identité de patron d'un rôle, à ce moment-là, ce n'est même pas la peine de pousser pour qu'il aille vers le self-management. Il n'ira pas du tout. Ce n'est pas la peine de tirer sur les queues des radis pour les faire pousser plus vite, ça ne marche pas. Voilà, pour introduire le sujet. Wow. Très dense, merci beaucoup, Bella-Marie. Après, tu parles donc dans ta tribune d'un changement radical de son environnement de travail. Est-ce que tu pourrais développer ce point? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a parlé un petit peu du changement d'identité, là, qu'on est centré sur le collaborateur. Il y a besoin aussi de changer l'environnement de travail. Si je reprends l'histoire de la membrane juridique, en fait, force est de constater que lorsque le collaborateur est en dehors de l'entreprise, parce qu'il n'y est pas 24/24, il a des temps personnels, etc. Donc, quand il est en dehors de l'entreprise, ben, finalement, il a un environnement dans lequel il est libre. Il est libre à condition de respecter les lois en vigueur. Mais il est libre de faire tout ce qu'il veut à condition de respecter les lois en vigueur et c'est très clair. C'est très clair, il suffit de connaître les lois, même s'il y en a beaucoup, mais en fait, c'est très clair. Donc, on a un cadre de liberté et de responsabilité qui est extrêmement clair. Quand ce collaborateur rentre dans l'entreprise, la clarté et le côté explicite des règles du jeu s'effacent. Moi, j'ai toujours un petit critère très simple. J'ai accompagné, il y a un patron, discuté avec un patron un peu plus tard qu'hier, et qui me racontait pourquoi il voulait changer, etc., etc. Puis à la fin, j'ai fait la petite synthèse. Je dis finalement, votre rêve, c'est que quand vous recrutez, c'est une organisation très, très compliquée pour plein de raisons, mais comme beaucoup d'organisations.
Et donc, finalement, je lui synthétise tout son discours sur pourquoi il voulait changer, en disant finalement, au fond, ce que vous voudriez, c'est que tout nouvel embauché, lorsqu'il rentre dans l'entreprise, il prenne moins d'une semaine pour comprendre exactement comment ça marche. Elle me dit, ah, c'est exactement ça. Donc, je lui avais, par une formule simple, fait toucher du doigt le problème majeur de son organisation, c'est que tout est implicite. Comme c'est très complexe et qu'il y a plein d'acteurs, ben, il faudrait un temps infini pour que les gens comprennent. Et il y a même des gens qui ne comprennent toujours pas. Pourtant, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans l'entreprise. Donc, en fait, on voit bien que la première chose à faire, c'est que dans un environnement comme ça, ce n'est pas possible de responsabiliser les gens. Ce n'est pas possible. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement de rendre clair et explicite le fonctionnement d'entreprise. Et de passer, je ne comprends même pas qu'on ne l'ait pas encore fait, de passer à un état de droit, c'est-à-dire un régime constitutionnel, c'est-à-dire un pouvoir constitutionnel. Et maintenant, on a des pouvoirs constituants qui sont décrits. Holacratie en est la première instance sophistiquée et qui a maintenant pas mal de recul. Elle n'est pas parfaite, il y a des angles morts, il y a plein d'autres constitutions, mais quand même envisager qu'on quitte un régime féodal, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, c'est un régime féodal. Alors, tu as de la chance ou tu n'as pas de chance, tu tombes sur soi-disant un patron dit libéré qui aurait fait du développement personnel ou pas, jusqu'à ce que ça change de patron ou jusqu'à ce qu'il ait ses mauvais jours, etc., etc. Donc, ce n'est pas très sérieux, ça. Il est temps de passer à autre chose. C'est trop fragile. Et l'autre chose passe nécessairement par une constitution. Enfin, ce n'est pas nouveau le concept de constitution. Ça fait longtemps qu'il existe au niveau des États. Il est temps qu'il passe les frontières de la membrane juridique et qu'il soit actif et en vigueur dans les entreprises, parce que ça crée un état de droit. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a une constitution que c'est parfait. Il faut encore que le contenu constitutionnel tienne la route et soutiennent les valeurs de responsabilisation, d'agilité qu'on veut développer, bien sûr. Ça est la question. Donc, en termes d'environnement de travail, pour répondre à ta question, Louis, ça passe par passer à un état de droit, quitter le régime féodal, passer à un état de droit, une organisation de droit avec une constitution pour l'organisation. Ça, pour moi, c'est vraiment le basique. Sinon, ce n'est même pas la peine d'aller vers self-management. Ça peut marcher de façon éphémère, mais donc c'est éphémère, donc ça ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est de revoir la notion, la relation contractuelle entre un employé et un employeur. Très souvent, on a ce qu'on appelle des contrats de travail. Il n'y a pas que, c'est pas 100%, il y a plein d'entreprises. Nous, on fonctionne dans une entreprise, il n'y a pas de contrat de travail. Néanmoins, force est de constater que le contrat de travail est quand même pas mal développé. Et le problème, le contrat de travail, il a un petit problème par rapport au droit commercial, c'est que dans le contrat, ben, en gros, on demande à l'employé de faire un job et puis en échange, il y a une rémunération. Ça va, c'est logique. Le problème, c'est qu'il y a un troisième élément qui est inhérent au contrat de travail, qui s'appelle le lien de subordination, qui par définition te dit, mais à partir du moment où toi, tu signes un contrat de travail avec un employeur, toi, employé, en fait, tu dois exécuter, tu dois suivre et exécuter les directives données par ton responsable hiérarchique. Effectivement, on comprend vite et on voit d'où ça vient. Je ne suis pas en train de critiquer le truc, ça avait du sens et ça en a probablement encore un peu. Il y a de la valeur ajoutée là-dedans. Mais il y a pas mal d'inconvénients parce que c'est sûr que si tu veux me responsabiliser, moi, collaborateur, employé, et en même temps, je signe un truc dans lequel j'ai un responsable qui n'est pas moi, ça va être difficile de m'expliquer qu'il faut que je me responsabilise. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui, évidemment, ne va pas. Ça, c'est du bon sens. Alors, évidemment, la meilleure option, ça serait de remplacer le contrat de travail. Bon, mais la plupart des entreprises que j'accompagne n'en sont pas là. Je pense que ça viendra un jour, je peux me tromper. En tout cas, elles n'en sont pas là. Donc, à minima, la question, c'est comment est-ce qu'on circonscrit les effets pervers d'un tel lien de subordination. Bon, voilà, quand je parle d'environnement de travail, ça va être deux choses. C'est d'une part de passer d'un état de droit avec un régime constitutionnel. Je suis libre dans un cadre de lois, de règles du jeu explicites qui sont claires pour tout le monde. On a tous la même langue et c'est transparent. Et du coup, je connais exactement mes zones de liberté et mes responsabilités, puisque liberté et responsabilité, c'est les deux faces de la même pièce. Et je connais aussi mes limites d'autorité. Et tout ça, on le connaît pour tout le monde de façon transparente. Et puis, on a un système constitutionnel, une constitution, un contenu constitutionnel avec des attendus explicites, des permissions, des protections qui me permettent à moi, à mon rythme à moi, si j'accepte de changer d'identité, de m'empuissancer tranquillement vers une posture de patron de rôle, de un ou plusieurs rôles, une ou plusieurs activités dans l'entreprise. Et en même temps, on a circonscrit dans un autre contexte de façon explicite le lien de subordination pour qu'il soit géré, qu'il soit mis en lumière et géré à la hauteur de ce qui doit être géré sans être mélangé avec toute l'organisation du travail par ailleurs. Voilà ce que je veux dire quand je parle de changement radical de son environnement. Et si je mets le mot radical, c'est parce que, et là encore, il y a beaucoup de choses qui se disent, les humains n'aiment pas le mot radical, mais
Le radical, c'est un changement de structure, changement d'environnement qui est radical. Ça n'a rien à voir avec les personnes, c'est juste qu'on passe d'une structure qui était implicite de pouvoir, qui était implicite, à un moment donné, les mandataires sociaux, ceux qui ont le pouvoir de le faire, disent à partir de maintenant, on passe à telle structure explicite. Et enfin, on a bien vu que ça se passe. Ça se passe. Pas mal d'États font des évolutions. Passent à un régime constitutionnel ou font des évolutions constitutionnelles. Pour autant, c'est bien radical. Donc, il n'y a rien de choquant. Ça s'est toujours passé comme ça et ça se passera comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'on attend de façon radicale et brutale quelque chose à personne. Les gens mélangent, quand je parle de radical, ils pensent que ça va être une brutalité sur les personnes. Rien à voir. Non, non, il faut différencier deux choses qui n'ont rien à voir. Un changement radical de l'environnement de travail, qu'on a la chance que ça soit possible. Et il suffit juste de décider, de changer l'architecture de pouvoir en place. Et puis, il y a autre chose qui est l'accompagnement des personnes dans leur évolution, le changement de comportement et de posture. Et là, on voit bien qu'il y a une première étape, tu acceptes ou tu n'acceptes pas de changer d'identité. Et puis, même si tu acceptes de changer d'identité, il y a un accompagnement. Et là, il se fait au rythme de la personne, comportement par comportement. Il n'y a rien de plus dur que de changer de comportement et de posture. Et donc, ça, on le sait. Et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a un fil, il y a un rythme qui est donné par chaque collaborateur qui dépend du collaborateur. Donc, il y a ceux qui ne veulent pas, voilà. Et puis, il y a ceux qui veulent et puis qui vont aller chacun à une vitesse différente. Donc, il y a vraiment deux natures de changement parallèles. Arrêtons de simplifier les choses en disant radical ou incrémental. Non, c'est les deux, mon capitaine, mais pas pour la même chose. Un, on change la structure de pouvoir. Deux, on accompagne de façon incrémentale les personnes. Et c'est parce qu'on a changé la structure de pouvoir que les comportements automatiques induits par l'évolution de structure vont aller dans le bon sens, celui de la responsabilisation. Sinon, si on oublie le radical, parce que ce n'est pas bien, il y a une espèce de croyance que je rencontre très souvent, non, rien de radical. Oui, mais à ce moment-là, tu vas accompagner de manière incrémentale tes collaborateurs, sauf que la structure en place est toujours celle qui crée les mauvais comportements. Donc, tous les pas de géant que tu fais, en fait, tu régresses d'autant parce que la structure va à contre-courant, va dans l'autre sens. Alors justement, si le collaborateur accepte ce nouveau mode de management, comment est-ce qu'il va être aidé, accompagné et formé et combien de temps ça prend? Combien de temps ça prend? Ça peut prendre beaucoup de temps. Il n'y a pas de réponse à la question. Il n'y a pas de réponse à la question. Les êtres humains, ils sont, en tout cas, nous, c'est notre croyance, et moi, c'est ma façon de voir le monde. L'être humain, il est libre, il est souverain. En fait, c'est un être souverain. Et qu'à chaque fois qu'on veut gouverner les êtres humains, il y en a plein qui s'y sont essayés, qui s'y essayent encore, ça ne marche pas. Ça ne marche que par la carotte ou le bâton, et ça ne marche pas. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas comme ça qu'on va responsabiliser les gens. Donc, la première chose, c'est de ne pas faire d'ingérence. Donc, comment on les accompagne? On accepte. On accepte, par exemple, qu'une femme, je me rappelle, qu'on accompagne, enfin, chez un client qu'on accompagnait, une entreprise qu'on accompagnait, une femme qui vient me voir, qui me dit: Bernard-Marie, ton truc, là, on mettait en place Holacracy, ton truc, Holacracy, c'est génial. Je trouve ça vraiment génial. Je comprends le principe constitutionnel. Waouh, je trouve que c'est vraiment super pour notre entreprise. Mais pour moi, c'est no way. No way. Parce que je vais t'expliquer ma vie. Moi, le boulot, c'est 35 heures. Basta. Je fais mes heures, je discute avec les copines. Et après, quand je sors le soir, je ne me prends plus la tête. J'ai d'autres sujets dans ma vie. Et je veux rester comme ça. Donc, ce qu'elle était en train de me dire, c'est qu'elle n'était pas prête à changer d'identité. Je lui dis: OK, super, tu as le droit. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire d'autre à cette personne? Elle a signé un contrat de travail plusieurs années plus tôt dans lequel on lui a demandé: écoute, voilà, on te paye tant pour faire ça, et puis 35 heures, et pourquoi on changerait la donne? Pourquoi on changerait la donne? Il n'y a aucune raison. Et donc, je pense que c'est vraiment ça, ne pas vouloir pour les autres, ne pas vouloir changer les autres. Vraiment la base. Bon, et les personnes ne sont pas toutes comme ça. Et on peut très bien gérer un système constitutionnel avec des personnes qui ne veulent pas changer d'identité. Alors, si personne ne veut changer d'identité, ça pose un souci, sans doute. Mais très concrètement, dans les entreprises que j'ai pu accompagner, il y a des personnes qui ne le veulent pas au début, et c'est faire, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne le veulent pas au début qu'elles ne le voudront pas plus tard. Et peut-être qu'elles ne le voudront pas plus tard. Et c'est juste normal. Enfin, on ne peut pas raisonner autrement. Je vois beaucoup d'entreprises qui raisonnent autrement, qui projettent sur le fait que tout le monde va devenir responsable, sauf qu'on n'a pas eu un deal clair avec les personnes, et du coup, il y a un jeu de poker menteur. Et après, ça s'étonne que ça couine et que ça ne marche pas. Parce que quand vous faites croire, vous dites: voilà, on va tous vers le self-management. Quand je dis vous, la direction va aller dans ce sens-là. Mais des personnes qui n'ont jamais dit vraiment oui. Et du coup, mais elles n'osent pas dire non. Et du coup, il y a un truc latent qui est puant, en fait, qui stagne et qui va se traduire par du mal-être plus tard, qui va ressortir. On le voit dans pas mal
d'entreprises qui ont pu faire l'objet de programmes de transformation qui n'ont pas pris le soin de vérifier avec un deal explicite, avec personne par personne. Est-ce que tu es OK pour aller dans ce sens-là? Moi, c'est du… les mêmes entreprises parlent de respect, mais attends, si tu parles de respect, commence par respecter chaque individu en lui demandant s'ils sont d'accord pour changer. Pour moi, ça, c'est vraiment le truc important. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous vautrer, vous allez faire des trucs, vous allez pouvoir, dans la presse, vous gargariser d'avoir fait libérer votre entreprise, etc., mais pas en profondeur et pas de façon durable. Ça, c'est vraiment le premier. Une fois que la personne a dit oui, je suis OK, alors déjà, celles qui ont dit non, je suis OK, OK, elles ont le droit. C'est vraiment embrasser cette situation, l'accepter sans arrière-pensée. Et puis, ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, elles ne veulent pas, que pour autant, elles ne viendront pas plus tard. J'ai plein de cas, plein d'exemples. Maintenant, supposons que les personnes… Et donc, leur offrir la possibilité de revenir plus tard. Ça, je veux dire. Et après, il y a le gros sujet, c'est la question, pour moi, des modèles mentaux. C'est-à-dire que bon, c'est une évidence que je vais dire, mais enfin ce n'est pas si évident que ça, puisque quand je vois plein de programmes de transformation, les gens ne font pas toujours ça. Vous ne pouvez pas transformer quelque chose s'il n'y a pas un changement quelque part, et ce changement, il est au niveau des croyances et des modèles mentaux. S'il n'y a pas de changement de modèle mental, alors il n'y aura pas de changement tout court. Donc, je fais un raccourci, je pense que… Mais la plupart des gens le savent, mais la plupart des gens ne le font pas. Donc, quels sont les nouveaux modèles mentaux? Il y en a un, déjà, la Constitution. Et puis après, dans la Constitution, il y a plein de nouveaux modèles mentaux. Comme par exemple, tu as un rôle qui t'est affecté et tout est… Et par exemple, les attendus sont explicites. Il y en a plein, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça pourrait prendre des heures. C'est tout le contenu d'une constitution bien faite, comme on est en train de le faire avec plusieurs entreprises en ce moment. Dans ces modèles mentaux, il y a la notion de relation client-fournisseur. Le fait que si j'ai un rôle, un ou plusieurs rôles, mais si j'ai un rôle, je reprends la newsletter de tout à l'heure, je suis patron d'une petite entreprise qui s'occupe de faire des newsletters et je dois m'intéresser à mes clients. C'est mes clients. Je ne peux pas décider moi-même ce que je fais. En fait, je vais le faire en relation avec des clients. Donc, la notion de considérer ses pairs, mes collègues, que je ne considérais pas comme ça, comme étant des clients et ou des fournisseurs, et les deux, et on a les deux postures, ça change pas mal la donne en termes de modèle mental. Ça simplifie la vie, mais encore faut-il le faire. Et puis là, il y a pas mal de freins qui sont inhérents en fait aux postures culturelles et aux dynamiques relationnelles qui fait qu'entre collègues, non. Entre collègues, on n'est pas des clients fournisseurs. Si, en fait. Si. Donc voilà, ça c'est un modèle mental. Il y en a d'autres qui est que, par exemple, aucune attente implicite ne fait loi. Ça, c'est vraiment important. Et donc, on se base sur l'explicite, on rentre dans des relations de pair à pair. Bref, il y a beaucoup de modèles mentaux. Il y a aussi la notion de tension. Tout à l'heure, je peux coquer un point important qui était que quelqu'un qui épouse un rôle, qui accepte d'aller vers cette posture de patron, de self-manager d'un rôle, qu'il puisse prendre du recul en descendant de son vélo pour se regarder pédaler et se poser la question des améliorations, etc. Ça aussi, c'est un nouveau modèle mental. Qui sont des réflexes que tous les entrepreneurs que je connaisse, moi inclus, ont, parce qu'ils ont créé des entreprises, donc ils ne pouvaient pas fonctionner autrement, mais que la plupart et ce n'est pas un reproche, mais que la plupart des salariés dans les entreprises ont désappris. Et du coup, ce que j'observe dans les entreprises que nous accompagnons, c'est que souvent, les personnes parlent de problèmes et elles sont en réaction par rapport à un problème. Elles ne sont pas en proaction par rapport à un idéal qu'elles poursuivraient, parce que si elles utilisent le mot problème, c'est bien parce que c'est un frein à quelque chose. Mais en termes de modèle mental, elles ne le voient pas comme ça, elles le voient juste comme un problème et elles réagissent par rapport à un problème. Et en fait, elles ne réagissent pas par… Je fais très court là, il faudrait développer, mais juste pour donner le goût. En fait, elles ne réagissent pas par rapport à un problème. Elles réagissent par rapport à l'anxiété ou le stress occasionné par l'expérience de ce problème. Et du coup, elles ne traitent pas durablement. Enfin, il y a d'autres façons de traiter ce problème de façon durable et surtout en création de valeur. Donc là, il y a un changement de posture. Comment est-ce que tu bascules, tu apprends aux personnes, ou permets aux personnes de basculer d'un mode réactif par rapport à un problème à un mode créatif, un mode créatif par rapport à un idéal que tu vises, sachant que le problème et l'idéal, c'est aussi les deux facettes de la même pièce, mais encore faut-il retourner la pièce et que la plupart des gens ne retournent pas la pièce. Voilà, donc il y a pas mal, enfin là j'en ai cité que deux, il y a la notion de raison d'être sur laquelle je pourrais aller, il y a la notion d'effet Ferrari, enfin il y a beaucoup de petits modèles mentaux qui sont des changements énormes. Et après, il peut y avoir la modification, le changement d'habitude. Mais le changement d'habitude ne peut pas se faire, enfin, malheureusement, on ne peut pas le faire sans accompagnement sur les modèles mentaux. Donc, il y a un gros travail sur les modèles mentaux. Et puis après, finalement, il y a un travail aussi sur
les changements d'habitude et d'apprendre de nouvelles habitudes, ce qui est pas le plus difficile pour l'être humain. Il y a, bien sûr, ça passe par de la formation, ça passe beaucoup par la pratique, ça passe par du coaching, ça passe aussi par une alliance avec quelqu'un. On s'est rendu compte que le self-management, et je viens de publier une tribune qui est sortie dans HBR il y a cette semaine, on se rend compte, ça c'est par l'expérience, ce n'est pas lu dans les bouquins, c'est par l'expérience, absolument pas mental, je peux le démontrer à qui veut l'écouter, que le self-management nécessite davantage de management qu'avant, mais ce n'est pas la même forme de management. C'est pour ça que nous, on parle d'excellence managériale. Et du coup, l'excellence managériale, elle induit une relation forte entre cette nouvelle forme de manager. On ne peut pas éradiquer les managers, il faut oublier ça, ce n'est pas vrai. Et faut être conscient, il ne faut jamais être sur le terrain pour dire ça. Et puis donc une relation très forte entre ce manager-là, ce nouveau manager, cette nouvelle forme de manager, on appelle le leader de cercle, mais peu importe, et puis l'employé en voie de devenir patron de son rôle. Ça, c'est une alliance très forte que je pourrais développer, mais c'est fait partie, en plus de tout ce que j'ai dit, ça fait partie de… Ils s'entraident, tous les deux s'entraident à évoluer, de passer dans une relation de pair à pair, dans une relation où… je ne voudrais pas simplifier en disant manager-coach parce qu'il n'y a pas que ça du tout. Manager, ce n'est pas que du coach, ce n'est pas vrai. Manager, il y a management business, il y a aussi de la fonction RH. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on raccourcit rapidement dans les interviews, dans les articles, voire même dans des livres. Et puis, pour finir, un point important, et je ne fais qu'effleurer un sujet. Oui, juste sache à titre d'indication qu'il te reste encore 3 minutes. Ouais, d'accord. Le dernier point pour finir cette question, c'est sur cette question que j'aurais que effleurer, c'est qu'en fait, le développement du leadership, et ça, c'est une découverte que j'ai faite sur le terrain, le développement du leadership, parce qu'on ne parle que ça, hein, quand on parle de self-management, passe par le développement du followership. Et c'est encore une évidence maintenant que je le dis, enfin, j'ai du mal à le comprendre, ce truc-là. C'est qu'en fait, la plupart, on peut juger que les gens, on pourrait juger que certaines personnes ne seront jamais des leaders parce qu'elles ne l'ont jamais été. Et ça, c'est de l'ignorance, en fait, c'est une fausse croyance. En réalité, notre croyance à nous, puis voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre ça pour argent comptant, mais c'est juste le résultat de nos travaux. Nous sommes des chercheurs, c'est l'observation basée sur des faits. Hein. On n'est pas dans un débat intellectuel, on a des biscuits derrière, c'est notre job. Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité, mais ça veut dire que si on débat, il va falloir donner des cas concrets de l'autre côté. Sinon, on ne va pas débattre longtemps, ça n'a aucun intérêt. On s'est rendu compte que des gens qui avaient soi-disant peu de leadership, en fait, ils s'occupaient de plein de choses qui ne les regardaient pas. Ils avaient d'autant moins de leadership qu'ils s'occupaient des choses des autres incroyablement. Ça, il faut le regarder à l'échelle de la vie professionnelle, la vie en dehors du boulot. Et c'est intéressant de faire cette observation parce qu'on se rend compte que finalement, tout le monde a le même capital de leadership et de followership. Et qu'en fait, leadership et followership, c'est les deux faces de la même pièce. Et on retombe dans la dualité. Bon, c'est un concept qui étonnera personne. Il y a du jour, il y a de la nuit, il y a du yang et il y a du yin. Et ben, il y a du leadership et il y a du followership. Et chaque personne est autant follower que leader. Et du coup, pour aider, c'est vraiment important parce qu'on a développé des offres là-dessus, d'accompagnement. Souvent, pour développer le leadership de quelqu'un, le meilleur chemin, ça peut être de développer son followership, qui est assez facile à faire si la personne n'est pas très followership et très peu leadership. Voilà pour alimenter la conversation dans le temps imparti. Super, merci beaucoup à toi. Merci à tous pour votre participation ainsi que vos questions. Sachez que nous organisons donc régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu tous les premiers jeudis du mois à partir du mois de juin. Vous aurez toutes les informations dans l'email de follow-up. Merci Bernard-Marie, je te propose de conclure ce rendez-vous en quelques mots. Oui, trop court, les questions étaient top, trop court, j'ai fait qu'effleurer, mais en même temps, je suis allé sur pas mal de sujets, j'ai fait du teasing sur certains sujets qui mériteraient plus de profondeur derrière, j'étais ravi de répondre à ces questions. Bonne journée à vous tous, au plaisir. Au revoir.